Le mystère du cachot, un invité de marque, cher Cyril, ce soir ici à Nantes. Tu sais toujours nous surprendre, c'est ça le charme des rendez-vous ufologiques ici. Bravo! Oui, merci. Je te tiens le micro, je te le d'accord. passe, Bon, ok. C'est mon micro ce soir. Chacun Il y a Daiman à côté de moi. Chacun s'est joué. Bon. Non, on est très content d'accueillir Daiman. Ça va être une super conférence. Et puis en plus, là, il a promis de se livrer un peu. Donc on va avoir un jeu qui est différent des vidéos qu'on peut voir à l'écran, sur la toile. En conférence, c'est vraiment intimiste. Donc on va pousser jusqu'au bout. Bon, jusqu'au bout, tu sais, Daiman, ici, ils auraient dû pousser les murs de part et d'autre parce que je sais qu'il y avait énormément de demandes. C'est vrai que pour ceux qui ne te connaissent pas, ici sur le Grand Ouest, une belle aventure qui a démarré un peu plus de 10 ans parce qu'on va dire que, bon, il y a des références, mais un Globetrotters, un archéo passionné quand même, si passionné, et puis tu as su emmener beaucoup de gens dans tes aventures, parce qu'il y a aussi non seulement aller tourner le monde, mais aussi savoir le raconter. Ouais. Et il est vrai que, bon, en tout cas, pour ceux qui t'ont découvert il y a 10 ans, tu nous as embarqué pendant de très longues années. Alors, première question, comment ça va d'abord ? Bah écoute, je te remercie, ça va très très bien. Ouais. C'est la première fois que je viens à Nantes, donc c'est une grande première pour moi. Et je trouve d'ailleurs la ville très accueillante, très vivante. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Moi, j'ai l'habitude des grandes villes. Et puis bah, là, on n'a pas l'impression d'être dans une grande ville, on a l'impression d'être sur une petite planète en réalité. Et j'apprécie vraiment. Alors justement, cette petite planète, tu t'es efforcé de te l'approprier, nous emmener aux quatre coins de la planète. Quelques anecdotes pour ceux qui t'ont pas encore rencontré. Moi, j'ai un très bon souvenir d'une de tes vidéos en Sibérie. Enfin, tu vas me corriger. Tu m'avais intrigué, mais Dieu que les moustiques devaient être gros, mais très gros. On les a pas vus, mais c'est ça aussi l'aventure, c'est se mettre, j'allais pas dire en danger, mais se mettre quand même dans certaines aspérités où pour aller porter le diagnostic, t'as pas peur de... Alors, par exemple, là, tu cites la Sibérie où j'ai eu la chance de pouvoir aller il y a 3-4 ans maintenant. Et c'était plus une aventure dans le sens où j'avais l'opportunité d'avoir, on va dire, un contact là-bas, un référent qui parlait anglais et russe. Ouais, j'ai souvenir. Et c'est très difficile de voyager en Russie et surtout dans ces contrées un peu éloignées. Parce que même les Russes eux-mêmes connaissent un peu mal l'histoire de certains sites, de certains lieux à vocation archéologique, mais pas officiellement, puisqu'il y a beaucoup de mystères là-bas aussi dans ces contrées reculées de Sibérie. Et il n'y avait pas une volonté de me mettre en danger, bien entendu, même si des fois on prend un peu des risques sans le savoir. C'était plutôt l'envie d'aller vraiment accéder à certains lieux que je connaissais de réputation et qui étaient vraiment inaccessibles pour quelqu'un en Europe. Et là, c'était une chance, une opportunité, et ça a été vraiment une grande aventure parce qu'on était parti à 3 dans une sorte de petite japonaise, vraiment une 4 places mais minuscule, et on a traversé des ruisseaux, des cours d'eau avec cette voiture, on a crevé en chemin, c'était n'importe quoi et en même temps c'était magique. Et là j'ai pu vraiment avoir une grande immersion dans la culture russe, puisque j'ai côtoyé les Russes pendant un mois, en apprendre un peu plus aussi sur leurs mythes à eux aussi, parce qu'ils ont des mythes, ils ont des croyances, et c'est ça qui m'intéresse, c'est les croyances dans ces cultures. On ne penserait pas pour les Russes, mais dès qu'on va un peu du côté de la Sibérie, on rencontre des ethnies qui eux sont très croyants et très, on va dire, dans ces traditions orales qui remontent à des générations. Et là, on apprend des choses, et là, on est surpris parce qu'on a des histoires, on a des mythes qu'on retrouve aussi dans d'autres pays, que ce soit en Amérique du Sud, à l'autre bout du monde. Parce que tu as quasiment quadrillé tous les continents. On t'a vu sur beaucoup d'endroits quand même. Hein. Oui, c'est vrai que je suis allé dans beaucoup d'endroits, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai pu explorer, on va dire, vraiment poncer, si je puis dire, les cultures, les racines, les mythes de certains de ces pays. Je suis resté très en surface, et puis c'est très difficile de prétendre à pouvoir rentrer à fond dans l'histoire et dans le mythe, dans la culture. En quelques mois, on ne peut pas. Moi, je connaissais des gens qui en Inde... Ils passaient des années, ils n'avaient toujours pas tout vu. Pour autant observateur, et c'est vrai que tout l'intérêt, c'est nous intriguer finalement sur nos mythes de civilisation. Ça a été, je dirais, toute une démarche que tu as su entretenir, maintenir aussi. Aujourd'hui, en fait, sur ton regard, parce que finalement, sur l'ensemble des voyages, tu les as un petit peu comptabilisés d'ailleurs, tu sais à peu près...
Combien d'épopées ont été menées? J'ai visité une trentaine de pays. Ouais. Mais quand je dis bien sûr visiter, ça reste pour moi toujours avec modestie très en surface. Hein. En un mois, on n'a pas le temps de... Cela dit, c'est ce que tu retransmets dans l'ensemble de tes films, parce que ces reportages sont menés quoi, caméscope au démarrage, t'es parti avec un petit appareil comme photo, tu étais, après une petite GoPro, voilà. Tu as toujours su nous transmettre ton œil, c'est ça qui était aussi intéressant, c'est-à-dire nous intriguer en même temps que toi, même si finalement il y avait le différé du montage forcément, mais on voyage et c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'approprie, j'allais dire, ce doute créatif. Et c'est une fonction naturelle et essentielle pour s'approprier non seulement son histoire, et puis ce que c'était dans le temps. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, avec toute cette quête, il y a une thèse que tu arrives, je dirais, à prononcer ou du moins à dessiner. Totalement, mais cette thèse, enfin dire cette hypothèse, plutôt cet ensemble d'hypothèses, elle n'est pas propre qu'à moi. Moi, je suis juste un témoin qui le relaie, qui le montre en image, mais c'est vrai que je me fais porte-parole finalement d'hypothèses qui ont déjà été émises par d'autres explorateurs ou des auteurs, on va dire, du siècle dernier, et même bien antérieur au siècle dernier. Et je ne fais que confirmer par l'image ce que beaucoup pensent, c'est-à-dire un ciment commun parmi toutes civilisations autour du monde qui laisse penser que l'histoire ne s'est pas forcément déroulée comme on le penserait. Et quand on remarque les analogies qu'on peut avoir d'un continent à l'autre, et qu'on sait qu'officiellement, on ne peut pas faire le rapprochement entre ces cultures puisqu'on remonte à des temps où justement ces civilisations n'étaient pas censées être en contact ou officiellement n'avaient jamais eu de contact, on se rend compte qu'il y a vraiment un ciment commun qui laisse entrevoir, alors que le ciment commun n'est pas que, on va dire, dans la construction, l'édification, mais aussi dans le culte, le mythe, dans les religions aussi. Il n'y a que les noms qui changent, il n'y a que les acteurs de ces mythes qui changent, mais il y a un ciment commun et ce qui est assez étonnant, c'est que cette analogie n'est pas rapportée, n'est pas faite par les historiens ou les archéologues officiellement, ce qui est hallucinant de mon point de vue, puisqu'on a l'impression que chaque pays, chaque groupe d'études archéologiques travaille de son côté, publie dans son pays, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie communication entre les pays. Alors, je dis on a l'impression, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tous les cas, de manière officielle, on n'a pas ces analogies qui sont faites. Si je te prends un exemple entre, on va dire, dans la tradition... dans la Mésoamérique, tu as les Aztèques et tu as les Mayas. Eh bien, on a une référence qui est commune à celle de la mythologie mésopotamienne. Et là, c'est hallucinant. On retrouve les mêmes acteurs, on retrouve d'une manière qui est stylisée autrement, qui est racontée autrement, mais on a des images qui sont fortes et qui sont très parlantes. Et là, pour moi, c'est une évidence totale. Et c'est étonnant que ce ne soit pas justement il y a des fois des petits clins d'œil. Tu m'interpelles sur cette histoire de la cocaïne qu'on a retrouvée dans les momies égyptiennes. Et la cocaïne était finalement du continent sud-américain. Voilà. Donc pourquoi pas Toi, qu'est-ce qui t'a, je dirais, dans l'ensemble de ces voyages, parmi, je dirais, les plus, excitants, c'était quoi les lieux peut-être les plus marquants pour je dirais, forger ton avis et se dire, vraiment, il y a quelque chose qui... Bon, on va pas se mentir, je pense que le Pérou, c'est le pays, et je parle en connaissance de cause, et aussi par rapport aux voyageurs qui sont venus avec moi en voyage, parce que tu sais que j'organise des voyages aussi tous les ans, voilà, sur ces sites. Le Pérou reste, de manière définitive, le lieu où on trouve le plus de constructions, le plus de temples qui sont à couper le souffle. C'est la pierre qui détermine à chaque fois. La pierre, vraiment. Le langage, il est là. Question, exactement. Je pense que l'Égypte est un pays aussi qui doit avoir son lot de mystères et de secrets, et ça a fait beaucoup couler d'encre notamment. Mais le Pérou reste le pays numéro 1 pour moi, même par rapport au Mexique. Je veux dire, l'Amérique précolombienne est plus... intéressante, plus captivante que la Mésoamérique, parce qu'on a un ensemble de mythes au Pérou, on a toute une histoire qu'on est aujourd'hui en train de recréer, on réassemble les pièces d'un puzzle. Et aujourd'hui, les historiens, les archéologues, même les guides au Pérou le disent clairement, chaque jour on apprend des nouvelles choses sur notre histoire et notre culture, on découvre des nouvelles choses qui nous poussent, nous, à remettre en question la frise chronologique qu'on peut voir justement dans le musée de Lima officiellement. Même les guides le disent, cette frise n'est plus exacte parce qu'on retrouve des céramiques, on retrouve des indices, des preuves, des choses factuelles qui nous disent que il y a un problème dans cette chronologie qu'on s'est donné d'avoir, et il y a beaucoup de choses à revoir justement.
Je fais une petite parenthèse, c'est vrai que dans la chronologie, elle était française, je ne sais pas si Scaliger te parle, en tout cas c'est une famille française, ils avaient écrit finalement notre histoire. Le ressentisme aussi est venu chahuter pour se dire que ce calendrier, on l'avait un petit peu allongé. Il est clair que là, les lieux que tu visites sont forcément encore bien plus éloignés. Tout ça, c'est le rapport que l'on a au temps. Et j'allais dire, on disait, plus finalement le temps était loin, plus les pierres étaient grosses et bien taillées. Et finalement, on avait également la démarche du polissage, entre guillemets. Est-ce que ça, ce sont entre technique et, je dirais, restitution archéologique, c'est là où d'un seul coup, comment dire, l'intrigue est née chez toi? C'est-à-dire que là, c'est ce qui a marqué... Oui, on sent de toute façon, quand on visite, que ce soit au Pérou ou dans d'autres lieux, que plus on remonte dans le temps, effectivement, plus on sent qu'il y a une connaissance, une technicité qui s'est perdue. On sent qu'il y a une décadence, une involution, si je puis dire, en venant vers notre époque. Et on sent qu'il y a eu une scission dans l'histoire, dans la connaissance. Et là, il y a une sorte d'amnésie au niveau de l'histoire officielle et même des peuplades locales, excepté celles qui relatent certains mythes, certaines histoires dans leur culte, qui justement prêtent attention, parce que je pense qu'il y a une grande partie de cette histoire qui nous manque, je pense, qui est à prendre dans ces traditions primordiales et locales. Ouais. Et c'est évident que pour moi, il y a eu un moment, un bouleversement, peut-être pas aussi éloigné qu'on peut le penser, qui a tout chamboulé, et on sent que derrière il y a eu une volonté de reconstruction, une volonté de se réétablir sur certains lieux, de se les réapproprier, et derrière on sent que la technique n'y est pas, on sent que la connaissance n'y est pas, et on voit que ça se dégrade en avançant après vers notre époque. Ouais, je te parlais du ressenti justement pour faire un parallèle sur l'avant le déluge, j'y reviendrai, et puis cette idée finalement avec un schisme marqué entre finalement ce temps romain où la pierre était encore, je dirais, un vecteur d'identification, nos mérovingiens, nos carolingiens et tout ce qui s'ensuit, et 1000 ans quasiment de bois pour revenir à une renaissance. Est-ce que finalement, voilà, on nous a raconté de fausses histoires, que ce soit sur le déluge, et j'allais y venir parce qu'on nous a dit tiens, le sphinx avec la précession des équinoxes, on a pu aussi dater, et on aurait finalement le signe du zodiaque, le lion, remonterait à moins 12 000, moins 10 000, et finalement l'ancrage du temps serait plus fidèle en analysant finalement ce lien qu'on a au céleste et à la pierre, et là encore que plutôt à cette histoire un petit peu racontée en évoquant le ressentisme et Scaliger tout à l'heure. Moi je pense que l'histoire a été arrangée à certains chapitres de notre évolution. Je pense qu'il y avait des trous dans nos compréhensions de cette histoire par rapport à ce qu'on trouvait, et qu'on a dû, on va dire, en se basant sur cette fameuse théorie du rasoir d'Occam que tu connais, prendre les idées, les hypothèses les plus valables, les plus valides, pour, on va dire, un peu combler les trous. Mais le problème, c'est qu'on a, dans les découvertes archéologiques, beaucoup on va dire, de choses qui sont anachroniques, qui remettent tout en question, et je pense que l'histoire s'est peut-être dotée volontairement ou pas, je ne veux pas présumer, mais d'une amnésie, volontaire ou pas, qui masquerait peut-être justement un passé dans la civilisation des hommes qui serait peut-être beaucoup plus fantastique que ce qu'on pourrait penser. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui aimeraient croire à un passé beaucoup plus fantastique parce que ça fait rêver, etc. Je suis ni pour, dans l'excès, à dire que on est dans une invention où je veux pas dire, je suis pas non plus négationniste sur notre histoire, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a une part de vérité on va dire, qui ne passe pas et qui pose souci, donc on va mettre un peu de côté, on va mettre un peu ça sous le tapis. Et je pense qu'il y a quand même, enfin c'est pas que je pense, c'est que on a quand même une histoire, elle est là, elle peut pas être négligée, mais peut-être qu'il y a un problème non pas de manquement d'informations, mais de transgression de chronologie. C'est-à-dire qu'on aurait, je pense, travesti un peu l'histoire des hommes, et j'ai du mal à croire. Il y a des choses factuelles dont je ne peux pas parler ce soir, mais qui, moi, me laissent penser que ce calendrier grégorien, cette datation sur laquelle on s'appuie, à mon avis, elle est un petit peu fausse. Et il y a, on va dire, je pense, d'autres choses antérieures sur les civilisations humaines qui remontent à beaucoup plus loin. Je pense qu'on va au-delà de Sumer. Et pour moi, c'est une évidence. Alors Sumer, justement, il y avait
on a lu Gilgamesh, c'est vrai que quand on prend le récit de Gilgamesh, on voit la Bible après, hein, inévitablement. Gilgamesh aussi, avec certains écrivains, Eric de Varniken, en l'occurrence, Sitchin, avait mis en exergue les Anunnaki. Ouais. Ça, c'est une culture qui fait sens chez toi, au regard de ce que tu as visité? Oui. Ouais. Alors, je pense, parce que ce mythe des Anunnaki, bon, il est très fort, très ancré. On le retrouve aussi dans la Mésopotamie, dans l'Amérique précolombienne. Ouais. On le retrouve aussi du côté de la Roumanie. Oui. En Roumanie, d'ailleurs, sur le film L'autre terre des dieux que j'ai réalisé, il y a une tradition locale en Roumanie, dans la zone de Aluniș, c'est le nom de cette région, où justement, il y a une histoire d'un dieu Anunnaki qui s'appelait Luana, qui serait venu sur Terre pour aider à un moment les hommes à redécouvrir, on va dire, les arts, enfin redécouvrir ou découvrir, mais en tout cas apporter une aide après justement un cataclysme, aider les hommes à se relever, et donc qui aurait apporté l'agriculture, qui aurait apporté ses connaissances à une région de la Roumanie. Alors c'est vrai que c'est très prétentieux pour certains historiens archéologues de se dire qu'un dieu Anunnaki serait descendu, enfin comme dans le mythe mésopotamien, pour aider les hommes, etc. Bon, en plus on est en Roumanie, c'est pas non plus... Mais la Roumanie, c'est intéressant parce que y a une forte histoire, non pas que du mythe, mais une forte histoire de ce pays, qui est inévitablement à mettre en corrélation avec justement une culture au Japon, la culture Jomon. Ouais. On retrouve des céramiques communes de la culture Jomon avec des céramiques en Roumanie, et il y a une histoire incroyable aussi de statuettes, la culture Tour d'Asvincha. On a retrouvé des statuettes qui ressemblent justement à ce qu'on trouve au Japon, avec des billes dans le ventre qui laissent penser que ces civilisations qui sont antérieures au néolithique auraient pu avoir connaissance justement non pas que de l'anatomie humaine, mais de toute la fonction, on va dire tout ce qui est ovule, tout ce qui est reproduction, ce qui nous paraît improbable pour des hommes de l'époque qu'on qualifiait, je dirais pas primitif, parce qu'on ne peut pas dire que c'est primitif, mais à une époque plutôt primitive justement, où ce genre de connaissances n'était pas censé être en leur possession. Et c'est pareil pour le Pérou. Hein. Donc, oui, c'est vrai qu'on a toujours du mal finalement entre des démarches factuelles, tu les évoques. Je reviens sur la Roumanie parce qu'avec le Bucegui, là encore, on voit souvent que sur des régions où les pyramides de Bosnie, on ne sait plus qui est du vrai, qui est du faux. Je reviens sur le Bucegui également pour la Roumanie. Ça vient souvent perturber, je dirais, un langage de globe-trotteur comme toi, où finalement sur du factuel, on vient aussi apporter une démarche un petit peu, extraterrestre, vais-je dire. Je dis pas ufologique exprès, mais extraterrestre pour, je dirais, gommer peut-être tout l'attrait et tout l'intérêt d'une remontée d'informations. Pour moi, la seule chose qui est vraie, que ce soit en Roumanie ou ailleurs, c'est ce qu'on peut voir dans les musées. C'est vraiment les fouilles qui ont mis en lumière des artefacts. Ça, pour Sans moi, penser au faux, parce qu'il paraît que dans nos musées... Alors oui, il peut peut-être y avoir des faux dans les musées, mais en tous les cas, bon, moi, je pense que ce que j'ai eu la chance de pouvoir voir étaient quand même des artefacts officiels. Et puis je pense que l'histoire se passerait bien. Les archéologues de fantasy, justement, ils essayent d'éviter tout ce qui est exotique et atypique. Donc ils se cantonnent vraiment à montrer des résultats de fouilles archéologiques. Mais pour moi, ce qui est vrai, c'est ce qu'on peut trouver dans les musées. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des analogies, comme je t'ai dit, et retrouver, ou du moins remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Parce que quand tu vas dans un musée à Mexico, et que tu vois certaines pièces, et que tu vas dans un musée complètement isolé en Roumanie, ça peut être un petit patelin, parce qu'ils ont des musées un peu partout, puisqu'il y a plein de fouilles qui ont été faites à une époque là-bas. Tu vois les mêmes pièces archéologiques et tu te dis, bon, ça c'est factuel, ça c'est vrai. Mais un archéologue, comme je te disais tout à l'heure, qui aurait travaillé, qui est en charge par exemple d'une section au musée de Mexico City, ne va pas avoir connaissance, ou on n'aura pas porté à sa connaissance des objets similaires qui racontent la même histoire qu'on va trouver au fin fond de la Roumanie dans un petit patelin isolé. Tu vois, si on n'a pas la liberté de pouvoir à un moment soi-même en tant que passionné faire cet exercice finalement de regard et constater, parce qu'on parle de constat, on ne cherche pas on cherche pas les bugs, hein, mais on les voit tout simplement, on constate, et bien on se rend compte que l'histoire ne peut pas faire ce travail, je pense. Alors justement, toi, tu as connu Mexico, je ne sais pas, le temple Mayor, je ne sais pas si tu as été, il paraît que c'est un temple important et qui
prédéfinit aujourd'hui les anciens dessins finalement de l'Atlantide. Je ne sais pas si tu as été en connexion avec ça. Alors, alors, ce qui est très intéressant avec, tu parles du Mexique, justement, c'est... J'ai pas mis les pieds, moi, mais... Alors, à 1 heure de Mexico City, au nord, tu as un site archéologique qui s'appelle le site de Tula. Tula, c'est très intéressant, rien que le nom. Et sont représentés au sommet de cette pyramide à degrés, une pyramide comme on retrouve aussi à Tenerife et puis au Japon. On trouve des statues qui font 5-6 mètres de hauteur, qui sont officiellement décrites et nommées Atlante. Et ça, c'est très intéressant parce que, et c'est aussi un problème pour les historiens et les archéologues, parce que l'Atlantide, ça reste un mythe, ça reste de la fantaisie et de l'exotisme. Notre Platon qui nous met ça après les colonnes. Mais pourtant, voilà, on a une racine, un ciment de nature atlante au Mexique, et ça jure complètement avec l'ensemble des autres cultures et civilisations qu'on peut avoir. Et Tula qui aurait été dans les temps anciens la capitale de l'Hyperborée. Voilà, parce qu'il y aurait eu plusieurs Hyperborées dans l'histoire apparemment. Et Tula aurait été à chaque fois rebâti ailleurs après chaque déluge ou après chaque migration. Et retrouver une Tula au Mexique, c'est assez intéressant. Parce qu'on a quand même le fameux Quetzalcoatl qui vient de Tula et qui aurait après bâti la cité de Teotihuacan. Mais il serait originaire de Tula. Tula, c'est quand même... Et pour revenir sur ta question relative à la question extraterrestre, en parlant avec les locaux, on a des rapports, on a des témoignages assez intéressants d'observations d'OVNI, on va dire clairement, bien sûr. On va les séparer avec les bons mots, d'OVNI au-dessus des temples. Et donc, moi par exemple, j'ai eu un témoignage direct d'une personne qui travaille dans un hôtel. D'ailleurs, j'étais avec Jocast ce jour-là, un ami que je salue s'il regarde cette interview. Et c'est lui qui avait posé la question, qui avait commencé à travailler un peu les gens de l'hôtel. Et l'hôtelier, la personne à la réception, lui avait dit moi j'ai un cousin qui des fois fait des aventures nocturnes près des temples. Bon, tu sais, ils cherchent toujours des trésors, ils cherchent toujours des petits artefacts à vendre, etc. Et à plusieurs reprises, ils ont été témoins d'objets volants stationnaires au-dessus de certains temples. Ils voyaient des sortes de rayons lumineux descendre, des choses remonter. Et ils ont même été témoins d'entités, d'humanoïdes à proximité de ces temples que je décrirai pas, mais qui sont très, on va dire aujourd'hui, portés dans tous les sujets en lien avec l'ufologie. Voilà. Donc c'est étonnant sans l'être. Et pour revenir à ce site de Tula dont je parlais, on trouve des revendeurs, on a les gens qui creusent, hein, bon, on va pas se mentir, c'est quand même, le niveau de vie est très difficile là-bas, le salaire moyen doit être de 50 € par mois, ou même moins pour certains, dans certaines localités, et ils te vendent des pièces archéologiques qu'ils ont trouvées et déterrées près des temples justement. Et c'est des choses qui sont, quand c'est trouvé par les archéologues qui font des fouilles, on les met dans un coin du musée parce que c'est trop exotique. Et eux par contre te les vendent. Et là tu vois énormément de petites représentations de type extraterrestre, alien, vraiment c'est hallucinant. Et moi je pensais pas qu'on pouvait trouver ça sur ce genre de temple à Tula justement, le temple de Tula. C'était assez étonnant et intriguant. Et on a toujours un doute quand on nous propose ce genre d'artefacts sous la couverture. On demande mais vous l'avez trouvé là, c'est vrai, Première réaction, c'est de se dire, c'est des mecs qui font ça eux-mêmes, ils essaient de les vendre un peu aux crédules. Et quand tu as l'œil un peu aguerri aux artefacts, parce que tu en vois beaucoup dans les musées, tu regardes le truc, tu le retournes et tout, tu vois quand même si l'objet il est un peu érodé, tu vois si il a été fait récemment ou pas, tu vois si c'est un peu anguleux ou pas. Et c'est vrai que moi j'ai eu entre les mains des pièces quand même qui semblaient vraiment remonter à très longtemps et qui sans aucun doute étaient authentiques et qui, dans leur représentation, montrer une sorte d'histoire inconnue officiellement, quoi, tu vois. Alors je dirais, on pourrait t'écouter pendant des heures, des semaines, des mois, parce que c'est ça, des faiseurs d'histoire. Il faut aussi laisser poser la magie, que chacun, on évoquait le doute créatif, s'approprie forcément son propre chemin pour avancer, on va dire, dans la vie. Au-delà de cette aventure, j'allais dire un lien humain fantastique, ça a dû changer le jeune homme que tu étais, 10 ans à arpenter le monde, à rencontrer hommes, femmes, enfants, dans cette magie. Le Dayman d'aujourd'hui est plus fort, plus grand, plus humaniste, il est je pense plus soucieux. En fait, je pense que le but dans nos vies, à tous, à chacun, c'est de grandir finalement, et toujours essayer de s'élever ou d'apprendre de la vie et de prendre les choses avec un peu plus de recul, d'objectivité, de modestie aussi, d'humilité. Et je pense que la vie que j'avais avant, cette vie de Damian,
C'est une vie qui était très portée sur le jugement, sur un peu le... Tu sais, on a été façonné un peu par le système, on a reçu des codes, etc. Et c'est très difficile de casser ces codes. Et je pense que faire ce genre de voyage, ça permet de casser les codes, ça permet de faire voler en éclats toutes ces couches qu'on a en tant qu'individu, tu sais. Parce que c'est des couches qu'on est dans le milieu du travail, dans le monde du travail, des fois obligé d'avoir vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de plein de choses. Et ça fait voler en éclats toutes ces couches. Et ça pousse à un petit peu plus d'écoute et de tolérance. Et surtout, derrière, ça enclenche une curiosité toujours grandissante et qu'il faut toujours alimenter. Donc voilà, après, il n'y a pas de plus grand ou de moins grand. Je pense que chacun fait l'expérience de sa propre vie et des rencontres qu'il a amené à faire. Et le but, c'est de s'enrichir, tout simplement, quoi. Donc, est-ce que ça nous fait grandir à l'intérieur? Je pense, ouais. Certainement. C'est le but. Alors justement, grandir en plaisir, grandir aussi, je dirais, avec des yeux qui pétillent. On peut te retrouver bien sûr sur des chaînes numériques. On peut aussi abonder. Il y a un film que tu vends, hein, donc c'est possible aussi. Oui, alors de faire plaisir. Ce film qui est en rapport avec le mystère de la Roumanie, puisque tu sais que la Roumanie c'est très connu pour tout ce qui est vampire, etc. Mais là, on a une histoire qui fait résonance à la Mésopotamie. Il y a aussi la Mésoamérique et l'Amérique précolombienne. Et donc il y a eu ce film L'autre terre des dieux. On se le procure comment, Ayman? Alors on se procure en DVD ou en VOD. Donc il y a un site demian.com. Ok, c'est parfait. Voilà, et il y a aussi la VOD de Rakshi, Rencontre avec un peuple des étoiles, qui est un témoignage qui nous a été délivré par une guide locale qui, sachant qu'on était intéressé par tous ces sujets, a voulu partager son histoire et celle de sa maman, qui est une histoire absolument incroyable, donc qui a été réalisée, je l'ai mis à l'image sous forme de petit documentaire de 50 minutes. Et puis voilà, et puis sinon il y a les voyages que j'organise. Donc alors justement, prochain départ pour ceux qui veulent et qui auraient encore la chance de s'inscrire, tu t'emmènes... Alors cette année, en septembre, on va repartir en Jordanie pour la dernière fois. Parce que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et là encore en Jordanie, on a des choses très intéressantes au niveau de la pierre pour qui sait prendre le temps de regarder. Et l'année prochaine, en mars 2023, on part au Japon sur les traces justement des civilisations mégalithiques du Japon. Et une histoire là encore qui jure totalement avec l'histoire officielle, puisqu'on est sur de l'archéoastronomie, on est sur des menhirs, on est sur des choses justement qu'on peut trouver ici à 1 heure de J'allais y venir, avec des cromlechs. Et voilà, donc je pars avec Franck Ferrandis, que je salue au passage. D'accord. Un grand orateur, un auteur et conférencier de qualité. Exactement. Voilà. Et donc on part ensemble au Japon, on emmène une trentaine de personnes avec nous l'année prochaine. Voilà, donc les participations sont ouvertes. Bon Ayman, moi je vais te laisser te reposer avant une super conférence ce soir à Nantes. Ravi d'avoir échangé un moment, on a parcouru quelques étoiles, parmi un grand ciel qui en possède plein. En tout cas, je parle des étoiles les tiennes, en tout cas de tout ce que tu as pu vivre et voir. Ravi d'avoir partagé ce moment et puis on se dit à d'autres aventures et peut-être en Jordanie, pourquoi pas. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Justement, avant qu'on se retrouve en Jordanie, tiens, certainement, une autre actualité, je crois qu'il y a un étrange rendez-vous. Oui, alors on a fait la deuxième session de l'étrange rendez-vous. Donc l'étrange rendez-vous, c'est un séminaire colloque festival quand ça fait l'été. Donc sur tout ce qui est justement, tous ces sujets qui sont porteurs et qui sont passionnants. Et donc on a des sessions qui durent en général 2-3 jours. On invite des conférenciers, on a des projections, des animations, des débats, des tables rondes. Et donc le premier étrange rendez-vous, on l'avait fait à Blandas, au-dessus de Montpellier, sur le Causse des Cévennes en 2021. Et là, on a fait la seconde session cette année, cette fois en région parisienne à Cachan. Et justement, la thématique cette année, c'était le monde de l'invisible, les étranges. Alors, être ange, bien sûr, les étranges. Comment renouer avec le subtil pour mieux appréhender et comprendre le sens de notre existence. Donc là, pareil, on a eu on va dire un cheptel de conférenciers tout aussi passionnants les uns que les autres, qui sont venus nous parler de cet invisible à leur niveau, avec leurs connaissances et exposer leurs propres recherches. Donc, alors pour ceux qui ont été le numéro 1, le numéro 2, un numéro 3 en préparation? Alors un numéro 3, pas de suite parce qu'il y a d'autres projets, mais peut-être en 2024, peut-être, mais pour l'instant... Soyons attentifs, ça reste une hypothèse, ça sera selon l'actualité du moment, on fait un petit peu comme on peut, et c'est très difficile de se projeter aussi loin, mais voilà, pour 2023, c'est pas prévu, mais on aimerait bien une nouvelle session en 2024, du côté peut-être
puis peut-être de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, ça serait le... Gérard de Seine n'a qu'à bien se tenir. On va raviver beaucoup d'histoires. Ouais. Ravi d'Ayman de ces moments partagés. Comme je le disais, on se retrouve pour d'autres aventures et merci de cette conférence ce soir à Nantes. À bientôt. Merci beaucoup. J'avais suivi ta propre...